Bonjour, bonjour. Voilà, je suis Gilles Baillimètre. Alors, je ne sais pas ce qui était prévu par Nicolas, s'il devait me présenter ou pas, mais comme on est un petit peu en retard, et puis comme c'est moi qui décide, puisque c'est moi qui suis à la technique, j'ai décidé que j'enchaînais direct, et puis voilà. Je vais vous parler de géométrie bizarre et de trucs rigolos. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous intéresser. Et donc, c'est parti tout de suite. Allez, on y va. Donc voilà, le titre c'est D'Euclide au GPS, une promenade géométrique. Alors comme on ne m'a pas présenté, je présente un tout petit peu. Donc je suis à l'Université de La Rochelle, dans un laboratoire qui s'appelle Mathématiques, Images et Applications. Et comme vous le savez, je suis très impliqué dans ma tangine, hein. Je suis au conseil d'administration de l'association. Et c'est moi qui vous ai posé les sujets pour l'Amérique du Nord. Voilà, j'ai hâte qu'on refasse des congrès au présentiel, hein, pour que je puisse vous faire des conférences en vrai. Voilà, j'avais un peu la flemme de faire une nouvelle conférence pour le distanciel, j'avoue. Donc là, je recycle une conférence que peut-être certains d'entre vous ont vu, enfin les terminales ont vu quand ils étaient en quatrième. Je pense que ça leur fera peut-être du bien de revoir. Bon, j'ai un tout petit peu modifié, mais peut-être qu'ils se diront, tiens, c'est marrant, on voit des choses différemment. Puis, je suis pas sûr qu'ils se rappellent de tout. Mais enfin bref, allez, il ne faut pas que je traîne, alors je vais commencer tout de suite. Donc, hop. Alors allons-y. Donc, un axiome en mathématiques, c'est la petite brique de base de toutes les constructions. D'accord? Une théorie mathématique, finalement, c'est une construction de l'esprit, hein. C'est quelque chose que les mathématiciens inventent ou découvrent. Enfin, ça, c'est un vaste débat, mais en fait, faire des mathématiques, c'est déduire des propriétés d'autres propriétés précédentes. D'accord? Bon, à chaque fois, on dit, voilà, on a telle et telle hypothèse, tel et tel raisonnement, on arrive à telle et telle conclusion. Alors vous êtes d'accord, mais il faut bien partir de quelque part. Il faut bien trouver un truc de base qui permet de partir, de commencer les déductions. Alors en géométrie, c'est notre ami Euclide qui a décidé de jeter les bases, d'écrire un peu les règles que devait suivre n'importe quelle géométrie. Alors, il a dit d'abord, ben, voilà, géométrie, ça étudie des choses, ça s'appelle des points. Alors les points, c'est quelque chose qui a aucune partie. Vous voyez, donc dans la vie réelle, c'est dur de trouver ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper, qui est vraiment tout petit, petit, voilà. C'est un point, on ne peut pas le couper, c'est un point élémentaire. Enfin, vous savez ce que c'est, vous avez déjà fait, hein, d'accord? Une ligne, c'est une longueur sans largeur. Drôle de définition, hein, mais ça veut dire que c'est un ensemble de points qui se suivent comme ça, c'est formé avec des points, et donc ça peut définir une longueur, on peut mesurer éventuellement la longueur, mais il n'y a pas de largeur. OK? Et les extrémités des lignes sont des points. Donc les segments, c'est délimité par deux. Bon, pourquoi pas? Voilà, ça, il a défini des mots, ligne, droit, ligne, point. Et première question qu'on peut se poser, mais c'est alors une ligne droite. Qu'est-ce que c'est? Comment on définit qu'une ligne est droite? Alors, quand on est ensemble, j'essaie de vous faire répondre à cette question. Et souvent, on me dit, bah, une ligne droite, c'est un ensemble de points qui sont alignés. Et évidemment, la question qui suit, c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire que des points sont alignés? Et généralement, on me répond, bah, c'est des points qui sont sur une même droite. On tourne en rond. Parce qu'imaginez qu'une droite soit un cercle, à ce moment-là, bah, du coup, c'est quoi des points alignés, des points sur un cercle? C'est quoi un cercle? Un ensemble de points alignés. Oui, donc ça ne marche pas. Il faut essayer de trouver une vraie définition de la droite. Comment on peut dire que quelque chose est droit? Alors, il faut essayer de définir autrement. Est-ce que ce sont des points alignés? Alors, des points alignés, ben, ces trois-là, normalement, tout le monde sait qu'ils ne sont pas alignés. Alors, comment vous le voyez? Ah, ben, ils sont pas alignés, ils ne sont pas sur la même droite. Ben, d'accord, mais alors comment on peut le vérifier? Une autre question que je vais poser, c'est est-ce que c'est possible, si je mesure les longueurs AC, AB et BC, est-ce que c'est possible que cette longueur AC soit égale à 10, que AB soit égal à 3 et que BC soit égal à 4? Est-ce que, à votre avis, ça, c'est possible? Alors, normalement, les plus malins répondent, bah non. Parce que la longueur qui est là, 3, plus la longueur qui est là, 4, ça ne peut pas être plus court que la longueur qui est là. La notion de ligne droite, c'est une notion de plus court chemin, en fait, entre les deux points. Et donc, quand on a trois points comme ça, on connaît l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que, en fait, la longueur AC est toujours plus petite que la longueur AP plus la longueur BC. Ça va toujours moins vite de passer par des points extérieurs à la droite que de passer par la droite. Okay. Et donc ça, c'est une super idée parce que du coup, maintenant, je sais comment définir des points alignés. Trois points A, B et C, ils sont alignés lorsque AC,
c'est égal, la longueur AC est égale à la longueur AB plus la longueur BC. Ok? Vous allez me dire, bon d'accord, mais enfin, je savais ce que c'était avec des points alignés, alors à quoi ça peut me servir de savoir ça? Eh bien, vous allez voir, c'est très utile. Alors, comment il dit ça? Euclide, sa version à lui, dans son texte, hein, la ligne droite, il dit « La ligne droite est une ligne dont l'extension entre deux quelconques de ces points est égale à la distance entre ces points. » Alors, l'extension, vous voyez, c'est pas clair ce que ça veut dire pour moi, mais c'est pour moi, tous les chemins qui dit, vous voyez, tous les chemins qui pourraient relier A et B, eh ben, il y en a un qui est égal à la longueur entre A et B, donc la longueur du chemin est égale à la distance entre A et B, alors c'est une ligne droite. Moi, je comprends ça comme ça. Il dit tous les chemins possibles, toutes les lignes qui rejoignent A et B, il y en a une seule dont la longueur de la ligne est égale à la distance entre A et B, et donc c'est ça, la ligne droite. Ok? C'est le plus court chemin, quoi. Bon, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un angle? Bon, normalement, ça, vous savez aussi, hein, c'est voilà, c'est les 4 zones du plan définies par deux droites qui se coupent, par exemple, ça définit 4 angles. Alors, voilà, j'aime bien demander à ce moment comment on appelle les grands angles, comment on appelle les petits. Bon, bah ça, j'imagine que vous connaissez la réponse. Donc, les petits, ce sont les angles aigus, et les grands, ce sont les angles obtus. OK? Et alors, si jamais les angles aigus et les angles obtus, ils sont égaux, vous voyez, cette droite, là, ces droites, elles sont très bizarres, parce qu'en fait, j'arrive pas à voir lesquels sont les petits et lesquels sont les gros. Ils sont pareils, si je découpe, ils se reposent, ploum ploum, je peux les superposer, les petits et les gros, ils sont tous la même taille. Donc, bah, vous le savez, dans ces cas-là, on appelle ça un angle droit. Alors j'insiste là-dessus, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un angle droit. Généralement, quand je dis c'est quoi un angle droit, bah, c'est un angle à 90 degrés. Bah, d'accord, mais après ça veut dire quoi 90 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah c'est la mesure de l'angle droit. Voilà, on tourne en rond encore. Donc c'est quand les quatre angles sont égaux qu'on peut dire que les droites sont perpendiculaires et donc définissent des angles droits. Ok? Très bien. Alors maintenant qu'on a tous les vocabulaires qu'il faut, on va pouvoir donner les axiomes ou les postulats, c'est un synonyme, un postulat, qu'a donné Euclide dans son livre qui s'appelle Les éléments, qui a fixé les bases de la géométrie. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, bon, bah voilà, de tout point à tout autre point, on peut tracer une ligne droite. Okay. Quand on prend deux points, on peut toujours trouver une ligne droite qui les relie. C'est pas un truc qui se discute, c'est pas un truc qu'on démontre, c'est un axiome. C'est-à-dire que pour faire de la géométrie, on admet, il existe des droites, il existe des lignes droites, tout ça. Entre deux points, on peut mesurer une longueur, et on peut définir des lignes droites, et bah voilà. Quand on prend deux points, il y a une ligne droite qui les relie. Ok? Alors ça, je fais une petite anecdote marrante, même si j'ai pas énormément de temps. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit « Regarde mon escalier comme il est beau parce que le sommet de la rampe est parfaitement aligné avec le sommet de la rampe au-dessus. » Et j'avais envie de lui dire, même si l'escalier était complètement tordu, les deux points seraient forcément alignés en fait. Donc je pense qu'il voulait dire parfaitement vertical, mais il disait parfaitement aligné, ce qui est marrant, parce que deux points sont toujours alignés en fait. Enfin bon. Bref, donc c'est ce que dit Euclide, deux points sont toujours alignés. Toute droite finie, alors il veut dire tout segment, hein, peut être prolongée indéfiniment et continuellement. On peut toujours rallonger une droite, on peut toujours poursuivre un chemin comme ça. Ok, pourquoi pas. Avec tout point comme centre et tout rayon, donc je donne une longueur et un point, je peux tracer une circonférence. Autrement dit un cercle. Hein. Je me donne une longueur, un point, je peux tracer un cercle. Bon, jusque-là. Et tous les angles droits sont égaux entre eux. C'est-à-dire que je prends deux droites, ça fait pareil. Ok, c'est un angle droit. Tiens, je prends deux autres droites où ça fait pareil. Bah, c'est les mêmes angles droits. Tout ça, c'est pas des trucs de fou. Hein. Ok. Et donc, c'est bien pour ça que ça fait débat, c'est que le cinquième, il est d'un niveau tout à fait autre. Tous ces trucs-là ont l'air complètement évidents. Et le cinquième, il est un peu moins évident. Il dit, si je prends une droite D, d'accord, donc un ensemble de points alignés, hein, et un point A qui n'est pas sur la droite D, alors il existe une unique droite, delta, parallèle à D, passant par A. Oui, ça s'appelle l'axiome d'Euclide, du coup, parce que c'est, voilà, quand on dit l'axiome d'Euclide, on parle de celui-là. Ok. Et bon, bah alors vous allez dire, bah oui, on sait depuis longtemps, hein, c'est pas très dur. Alors, juste, je précise le mot, j'ai pas défini parallèle, ça veut dire qu'il ne se coupe pas. D'accord? Deux droites parallèles, ça veut dire juste deux droites qui ne se coupent pas. Hein, c'est important pour la suite. Ok, donc voilà, lui il dit, bah voilà, vous le savez, hein, vous l'avez déjà utilisé plein de fois, donc la géométrie euclidienne, c'est une géométrie où il y a cet axiome qui est vrai. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on admet ça? Bah, un petit théorème que vous connaissez bien, qu'on va pouvoir démontrer grâce à Euclide, consiste à regarder un triangle quelconque, là, avec ces trois côtés, ces trois angles là, et alors Manu, il me fait une petite blague sur le chat, hein. Si A et B sont alignés, B et C sont alignés, du coup A, B et C sont alignés. Alors non. Donc,
je prends un triangle et d'après ce que dit Euclide, il existe une droite parallèle à ce côté, passant par ce côté. Je vais la tracer. Bim, la voilà. Ok. Euclide dit c'est possible de faire ça. Il existe une droite, même une seule, qui est parallèle à la base du triangle et qui passe par le sommet opposé. Mais alors du coup, les angles que j'obtiens ici, le petit violet et le petit orange là, tiens, comment ils s'appellent ceux-là? Ah ah! Si on n'avait pas 30 secondes de latence dans le chat, j'attendrais que vous me répondiez dans le chat, mais là ça va être trop long. Donc, mais j'espère que vous connaissez la réponse, les jeunes. Donc, l'angle ici, avec le orange, c'est ce qu'on appelle des angles alternes internes. Alors, pourquoi internes? Parce qu'ils sont à l'intérieur des deux droites parallèles, et alternes parce qu'ils sont chacun d'un côté de la droite qui coupe là. Donc, celui-là et le violet sont alternes internes, le orange aussi. Et qu'est-ce qu'on sait des angles alternes internes? Il dit, ben voilà, quand les deux droites qui les définissent sont parallèles, les deux angles alternes internes sont égaux. Autrement dit, le rose est égal au rose, bah, c'est pour ça que j'ai mis la même couleur d'ailleurs, et celui-là est égal à celui-là. Donc qu'est-ce que je découvre maintenant et que je peux démontrer en fait grâce à Euclide? Bah, c'est que l'angle violet là, plus l'angle vert plus l'angle orange, ça fait 180 degrés, puisque ça c'est une droite. Autrement dit, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Incroyable. Ben voilà, c'est une conséquence, un truc que vous connaissez bien, j'en suis persuadé, c'est une conséquence de l'axiome d'Euclide. Ça se démontre avec. Ok? Alors la géométrie euclidienne, vous avez déjà vu ça en long et en large, hein, au collège et au lycée. Alors, hop, bon là c'est que des lycéens, je crois, donc vous avez déjà vu ça dans les deux cas. Alors ça, par exemple, ça illustre le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, vous savez, qui dit que la longueur au carré du plus grand côté d'un triangle rectangle, donc un triangle qui a un angle droit, le plus grand côté qu'on appelle l'hypoténuse, au carré, est égal à la somme des carrés des autres côtés. Autrement dit, la surface peinte en rose est égale à la somme des surfaces peintes en jaune ici. Ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Donc voilà, un petit dessin qui illustre Pythagore. Alors maintenant, je vais vous raconter un truc que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Du coup, si je prends un rectangle, bon, bah, d'après Pythagore, la longueur de la diagonale ici est égale au carré de ce côté plus le carré de ce côté. Parce que c'est un triangle rectangle. Mais je peux faire pareil avec les trois autres côtés, puisque c'est en fait le même triangle rectangle. La longueur de l'autre diagonale au carré est égale au carré de ce côté-là, plus le carré de ce côté-là. Et donc, je trouve que dans un rectangle, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés. Ça va me dire, c'est évident, c'est Pythagore deux fois. Ben, sauf que ça, vous voyez, ça c'est rigolo, parce que Pythagore, il fallait absolument que le triangle soit rectangle pour que ça marche. Et bien là, non. Si je prends un parallélogramme, j'obtiens le théorème du parallélogramme qui dit que ça marche encore, c'est-à-dire que dans un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles, alors la somme des carrés des deux diagonales, autrement dit ce qu'il y a en jaune et ce qu'il y a en vert, bon, c'est un peu moins facile à voir sur la figure, hein, eh ben, c'est égal à la somme des carrés des quatre côtés. Vous voyez, ça c'est rigolo, hein. Si on prend un parallélogramme et non plus un rectangle, eh bien ça marche encore. En fait, ce qu'on perdait d'un côté, on le récupère de l'autre. Et donc, dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés. Un petit résultat rigolo qu'il faudra attendre d'être en L2 de maths pour démontrer en théorie, donc voilà. Mais vous pouvez connaître et épater vos copains avec, donc ça vaut le coup. Ok, alors, qu'est-ce que vous connaissez? Peut-être dans la géométrie euclidienne, vous connaissez les médianes. Ce sont ces droites là qui relient les sommets d'un triangle avec les milieux des côtés opposés. Alors les médianes se rencontrent en un point qu'on appelle le centre de gravité, G. Et c'est les droites remarquables du triangle. Il y en a d'autres, ce sont les droites bleues, on les appelle des hauteurs. Alors pourquoi on appelle ça des hauteurs? Parce qu'en fait, si regardez, si je pose mon petit triangle là, imaginez le côté AC, je le pose sur la table, et bah, du coup la longueur de ce segment là, entre ce point ici qui est perpendiculaire là, avec la base, et B, eh bien ça va exactement, si je le mesure, ce sera la hauteur de ma figure. Et je la pose sur la table, combien elle mesure de haut, ce sera cette longueur là. Si je la pose sur le côté BC, bah, il faudra que je mesure ce segment-là entre A et ici pour voir quelle hauteur a le triangle si on le pose sur le côté BC. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ces droites les hauteurs. Donc c'est les droites qui passent par un sommet qui sont perpendiculaires au sommet opposé. Et leur point de rencontre, H, s'appelle l'orthocentre. D'accord? Alors pourquoi? Parce que perpendiculaire, on dit aussi orthogonal pour des droites, et donc orthocentre. Autre chose que je peux construire, bah, ce sont des droites qui passent à la fois par le milieu et qui sont perpendiculaires. Alors du coup, elle ne passe pas par le sommet. Là, elle ne peut pas tout avoir, hein. Donc si je prends des droites, vous voyez, qui passent à chaque fois par le milieu de chaque côté et qui sont perpendiculaires à ces côtés, ça s'appelle des médiatrices. D'accord? Comme on l'a vu un peu tout à l'heure pour ceux qui étaient là sur James Bond. Là. Donc, bon bah voilà, donc qu'est-ce qui se passe?
la droite donc ces trois droites se coupent en un point qui s'appelle O. Alors O, en fait, il a la même distance de A, de B et de C, puisque la médiatrice de AC, vous savez, c'est l'ensemble des points qui sont la même distance de A et de C. La médiatrice, donc là, de BC, c'est l'ensemble des points qui sont la même distance de B et de C. Donc là où ça se coupe, c'est la même distance de A, de B et de C. Donc O s'appelle le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par A, B et C. Ok, donc voilà, on a des points remarquables dans un triangle, on a toujours le point O, le point G, le point A. Eh bien, notre ami Léonard Euler, mathématicien suisse, a démontré que ces trois points étaient toujours alignés, par exemple. Voilà, c'est un beau résultat de géométrie euclidienne. Et si je vous en parle, c'est qu'on va voir plus tard que dans d'autres géométries, c'est pas sûr qu'il soit vrai. Ok, donc voilà, donc là on a fait des petits rappels de ce que vous connaissez normalement à peu près, la géométrie euclidienne, et on va partir un petit peu dans les délires. Alors, en 1854, M. Riemann a dit, bon, c'est bien beau toute cette géométrie euclidienne, mais moi j'en ai un petit peu marre, alors moi je vais faire une géométrie à moi, voilà. Et ça, c'est ça qui est dingue quand on est mathématicien, c'est qu'en fait on peut choisir sa propre théorie, on peut choisir de poser un axiome et puis d'essayer de voir ce que ça donne. Alors la règle évidemment c'est qu'il ne faut pas que ça arrive à quelque chose de contradictoire avec ce qu'on connaît déjà, sinon ça ne va pas. Donc là, M. Riemann, il efface le dernier axiome d'Euclide, il garde tous ceux d'avant, hein, vous savez, sur les angles droits, sur les droites, etc. Mais il dit non, le dernier, je l'enlève et à la place, je mets ça. Étant donné une droite D et un point A qui n'est pas AD, eh bien moi, je pose que c'est vrai qu'il n'existe pas de droite parallèle à D passant par là. On se dit, mais ça existe pourtant la droite parallèle. Là non, pas forcément. Dans la géométrie de M. Riemann, ça n'existe pas. Alors, je ne vais pas vous faire l'enquête tout de suite, je vais vous expliquer dans quel cadre il se place, comment on peut visualiser cette géométrie. Et bien en fait, ça consiste à faire de la géométrie sur une surface convexe, par exemple une sphère. On appelle ça la géométrie elliptique. Alors, je vais essayer de vous faire expliquer comment on peut faire de la géométrie sur une sphère. Bon, vu qu'on habite sur une planète qui est quand même pas très éloignée d'une sphère, on peut se dire que en fait, finalement, c'est pas si débile comme idée de faire de la géométrie sur une surface qui n'est pas plate, vous voyez. Mais du coup, comment faire la géométrie dans une plate? Alors, on a bien des points, d'accord? On a bien des lignes sur une sphère, mais alors déjà, comment définir une droite sur une sphère? Bah, c'est la bonne question, vous voyez. Qu'est-ce que c'est qu'une droite sur une sphère? Bah, rappelez-vous notre définition. Une droite, c'est un ensemble de points alignés. Ok, mais c'est quoi des points alignés? Bah, pour avoir des points alignés, il fallait que je regarde la distance entre les points. Mais je peux bien mesurer des distances sur deux points sur la sphère. Vous voyez, si je prends deux points, là, bon là j'ai soulevé un petit peu, mais je tends une ficelle entre deux points par terre, ça fait un arc de cercle. Hop, je déroule ma ficelle et je la mesure. J'aurai bien une distance entre deux points sur une sphère. C'est possible de faire ça. Vous voyez, vous pouvez mesurer, vous prenez un truc souple, vous mettez sur votre boule de pétanque, vous pouvez bien mesurer une distance sur la boule de pétanque. Donc, à partir du moment où je peux mesurer des distances, eh ben, 3 points sur la sphère, ils sont alignés simplement si la distance entre A et C est égale à la distance entre A et B, plus la distance entre B et C. Voilà. Je définis comme ça des lignes droites sur ma sphère. Donc en pratique, ça veut dire que en fait, le gars, il est passé de A et C, il marche toujours tout droit, il passe par B. Hein. C'est ça que ça veut dire une ligne droite. Hein. Si on met la sphère bien en face, on va voir un bout de ligne droite. Quoi. Ok. Donc, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est vous voyez, n'importe quel chemin n'est pas une ligne droite sur Terre. Si je marche au hasard, ça n'est pas une ligne droite. Alors, marcher en ligne droite, ça veut dire en fait qu'on décrit ce qu'on appelle un grand cercle. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre ça. C'est pas simple. Un grand cercle, c'est par exemple l'équateur. Alors, l'équateur, vous voyez bien, si vous suivez l'équateur, vous partez là de A, vous faites tout le tour de la Terre en suivant l'équateur, vous marchez tout droit. Et tout droit, et la moitié de la Terre d'un côté, la moitié de la Terre de l'autre, ça c'est tout droit. Ok. Et puis, après, une fois que j'ai une droite, vous voyez, si ma sphère, je la peux pivoter dans tous les sens, c'est un chemin droit, c'est un chemin droit. Hein. Et une fourmi se balade dessus, elle faisait une ligne droite, je retourne la sphère d'un quart de tour, elle continue à faire la même ligne droite, ça reste une ligne droite, quoi. Ok? D'accord? Donc en fait, à chaque fois, il faut bien comprendre, quand je me déplace en ligne droite sur la Terre, et si je continue toujours tout droit, imagine, je poursuis ma ligne droite à fond, évidemment, à un moment, je vais revenir là où j'étais, et j'aurais coupé la Terre en deux parties égales. Donc la ligne droite, en fait, c'est comme l'équateur, mais imaginez qu'on le fait tourner dans tous les sens. C'est-à-dire c'est vraiment des cercles dont le centre, c'est le centre de la Terre. Vous voyez, un petit cercle, par exemple, ici, là, autour du pôle, si je le fais à pied, je ne vais pas marcher en ligne droite. Si je pars de là et hop, du haut en haut à gauche, je me dis, tiens, je vais faire un tour, là, et hop, je ne vais pas en ligne droite si je fais un petit tour autour du pôle. Quoi. Donc un autre exemple, si on prend un vol Paris-Montréal, vous voyez, quand j'étais allé à Montréal faire cette conférence, ça a l'air bizarre parce que pour passer de Paris à Montréal, alors Montréal c'est au sud de Paris, hein. C'est à peu près à la latitude de Bordeaux, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est au sud de Paris.
Et ben pour aller au sud de Paris, on commence à monter vachement au nord parce qu'on passe au-dessus de l'Angleterre et au-dessus d'un petit bout de l'Irlande. Alors, pour aller à San Francisco, c'est encore bien pire. D'accord? On monte encore bien plus au nord. C'est rigolo. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus court chemin. C'est juste, on a trop l'habitude de voir la Terre aplatie, mais les avions, en fait, ils prenaient un globe terrestre, vous tournez, vous allez voir, ils prennent le plus court chemin, en fait, hein, parce qu'ils veulent économiser de l'essence, du kérosène, hein. Ok? Donc voilà ce que c'est qu'une droite sur une sphère. Ok? Et donc, bah, plus généralement, en fait, dès que vous avez une surface, eh ben, vous pouvez définir ce que c'est qu'une ligne droite dessus. Imaginez, si vous mettez une fourmi sur votre surface, eh ben, c'est une fourmi qui marche que tout droit, hein, d'accord? Il faut imaginer une fourmi qui ne peut pas tourner. Et ben, vous mettez une fourmi, vous la mettez dans une direction, puis hop, la courbe qu'elle dessine, ça fait une droite. Mais alors en fait, on ne dit pas droite. Là, j'appelle ça une droite sur une sphère, c'est pas le vrai mot. Quand on est sur une surface qui n'est pas un plan, on appelle ça, les mathématiciens appellent ça une géodésique. Alors, tiens, alors ça, je suis perturbé parce que, hop, 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 la diapo que j'ai rajoutée a disparu. Alors, attendez, je vais quand même vous la mettre parce que moi, je veux que ce soit ça. Alors, je vais trafiquer un petit peu là. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Actualiser. Touc. Boum, ah, du coup, il m'a remis au début cette andouille. Bon, alors, c'est pas grave. En fait, j'ai rajouté la diapo après avoir fait ça. Non, alors pourquoi? Bah ça alors. J'ai rajouté une diapo là. Hop. Je la veux ma diapo parce qu'elle est marrante. Alors. Ah ouais, je me suis gouré. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors attendez. Du coup, bon, alors petite, j'ai perdu quelques secondes, c'est un peu ballot. Hop, hop. Ok. J'ai compris ce qui s'est passé. J'ai fait une deuxième version spécialement pour vous et j'ai ouvert la mauvaise. Qu'elle voulait. Alors, plouf. Bim. Voilà. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Ok. Du coup, il en manque un bout. Oh là 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 là. Bon, alors du coup, oh purée, je perds du temps. Quelle andouille, quelle andouille. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû garder l'autre, mais c'est pas grave. Allez, hop. Donc, ok, on est parti. Hop, on va aller directement là où je voulais vous montrer ça, parce que c'est quand même rigolo, puis je me suis pas embêté à le faire pour rien. Bim. Donc c'est comme ça. Ch'touk. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie de me retaper tout, là. Je peux pas y aller directement. Bon, attends, ça va pas, ça va revenir. Voilà. Bim. Ah, voilà. Ok, alors, les géodésiques, donc, hop, je vous montre. C'est quelque chose qui a l'air sympa, qui a l'air simple, d'accord? C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, si je prends sur une chambre à air, là, bah, les petits ronds, là, c'est des géodésiques. Oui. C'est donc la petite fourmi, elle va se déplacer de l'un à l'autre, là, très bien, en découvrant des. Ça, c'est des lignes droites sur une chambre à air, comme ça, vous voyez. Hop. Mais en vrai, en fait, c'est pas simple. Vous voyez, ça fait. Voilà, si elle part en biais, ma petite fourmi, eh ben, ça peut faire cette courbe-là. Et cette courbe-là, c'est atroce comme c'est compliqué. Ben, c'est une géodésique sur le tore. Et donc, c'est juste pour vous dire, il y a des mathématiciens qui s'amusent à chercher les géodésiques sur des surfaces un peu compliquées, parce que c'est vachement important de savoir justement qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite sur cette surface. Vous voyez, comment on peut l'étudier, comment va se déplacer quelque chose dessus, etc., pour essayer de trouver le plus court chemin d'un point à un autre. Alors, juste, je fais une petite digression, c'est une recherche de maths que j'ai faite il y a quelques temps. Pour calculer, modéliser une aile d'avion, en fait, voilà, les paramètres d'une aile d'avion, parce qu'en gérant les ailerons en temps réel, on peut économiser du carburant au mieux pour essayer d'augmenter la portance. Le problème, c'est de faire tous les calculs en temps réel, on n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. Et donc l'idée, c'était de le faire toutes les quelques secondes
d'avoir des vraies valeurs toutes les quelques secondes, et entre les deux, de trouver une interpolation. Autrement dit, de trouver un chemin entre deux positions qu'on a, sur une espèce de surface hyper bizarre, je ne sais plus, c'était avec je ne sais pas combien de paramètres, enfin bref, des centaines de paramètres. Donc, mais essayer donc de précalculer à l'avance, vous voyez, comment lui donner les chemins pour qu'il fasse automatiquement clac entre les deux. Enfin bon, bref. Donc trouver des géodésiques, c'est des problèmes de maths assez rigolos, quoi. Donc, ah oui, en plus, il y a des géodésiques avec là, sur le tort qui peuvent être extrêmement compliqués, hein. La fourmi peut faire plein de fois le tour avant de revenir à sa position. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais voilà. Alors revenons-en à nos moutons. Donc, ce que dit Riemann, c'est que dans notre cadre, là, dans notre géométrie, il n'y a pas de droite parallèle. Alors pourquoi vous savez, c'est ça son axiome, hein. Si je prends un point et une droite, il n'existe pas de droite parallèle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde, si je prends deux droites sur ma sphère, donc là, vous voyez, j'ai pris deux droites, c'est l'intersection de deux plans avec ma sphère, là, la droite bleue, la droite rouge, bah, elle se coupe. D'accord, mais c'est sur ton exemple, elle se coupe. Mais réfléchissez bien, imaginez, prenez une orange bien ronde, vous la coupez en deux parties égales, ok, vous recollez les morceaux, vous devez la recouper en deux parties égales sans couper la première coupure. Vous voyez que ça ne va pas être possible, quoi. D'accord? C'est pas possible donc du coup, c'est ça que ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas il n'y a pas de droite parallèle. Deux droites se coupent toujours. D'accord? Alors ça ne se voit pas forcément. Sur Terre, on pourrait avoir l'impression que les deux morceaux d'un meuble, ça a l'air bien parallèle, mais en fait, si on la prolonge jusqu'au pôle Nord, ça va forcément se couper. D'accord? Parce que deux droites parallèles, ça ne se peut pas. Ok? Donc voilà, on comprend, j'espère, un petit peu mieux ce que voulait dire notre ami Riemann quand il disait ça. Ok? Alors, hop, amusons-nous un petit peu avec notre nouvelle géométrie. Donc, eh bien, on peut faire un triangle. Donc, un triangle, c'est formé avec des lignes droites, autrement dit des géodésiques, hein. Donc, je pars du pôle Nord, je descends, imaginez, je m'amuse, je descends jusqu'à l'équateur. Hop, ensuite, je remonte, enfin, je fais un quart de tour de l'équateur et hop, je remonte au pôle Nord. Eh bien, j'obtiens ce qu'on appelle un triangle équilatéral rectangle. Super. Vous allez me dire, mais ça se peut ça? Bah oui, la preuve, regardez, alors, si vous ne me croyez pas, prenez une orange, coupez-la en deux verticalement, puis ensuite vous coupez en deux perpendiculairement à la première coupure, et puis vous coupez à l'équateur, et hop, et après vous posez un équerre sur les coins, là, vous allez voir, vous obtiendrez bien un triangle, les trois côtés sont de même longueur, et les angles sont les angles droits. Autrement dit, il va dire, mais la somme des angles fait plus 180 degrés. Bah oui, pour le prouver que la somme des angles faisait de 180 degrés, il fallait utiliser l'axiome d'Euclide, vous vous rappelez? Bon, bah, l'axiome d'Euclide, on l'a plus. Du coup, on ne peut pas. Vous voyez? L'axiome d'Euclide a disparu. Donc, on ne peut pas prouver que la somme des angles est 180 degrés. Mais d'ailleurs, ça tombe bien, elle n'est plus de 180 degrés. Ok? Donc voilà, donc c'est pas étonnant qu'on ne trouve pas ça. Ok? Alors, il y a une formule même qui dit que la surface d'un triangle comme ça, qui est tracé sur la sphère, eh bien, c'est la somme des angles moins 180, donc en degrés, hein, la somme des angles, fois pi fois le rayon au carré de la sphère sur 180. Ok? Donc, le rayon de la sphère, vous savez, si on est sur Terre, par exemple, le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc 6 400 000 mètres. Donc, si on met ça au carré, 6 millions au carré, ça fait un nombre assez conséquent, vous voyez. Et bien donc, il faut multiplier ça par AB plus C plus C moins 180 pour avoir la surface d'un triangle. Autrement dit, si vous prenez un triangle dans une pièce de 100 mètres carrés, à peu près, hein, si la surface est 100 mètres carrés, ici, vous avez multiplié par 6 millions au carré, donc 6 000 milliards, enfin 36 000 milliards, enfin bref, j'insiste pas, eh bien, la différence entre A plus B plus C et 180 va être toute petite. Alors, j'ai fait le calcul quand même pour le fun. Donc, si la surface de la pièce est 100 mètres carrés, alors je vous le montre. Hop, hop là. Du coup, je devrais remettre l'ancienne présentation, finalement ce serait plus simple. Hop, attendez, je vais vous le remontrer parce que vous voyez toutes les décimales quand même. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, si vous prenez donc vous faites dans votre salle de classe un rectangle d'à peu près 100 mètres carrés, vous allez trouver, si vous mesurez très très bien les angles, 180,00000001418 degrés. Ok. Donc, autrement dit, vous n'allez pas le voir, hein. C'est pas possible de mesurer ça.
avec des outils qu'on a en classe, c'est absolument impossible de se rendre compte. Et donc même, c'est pas tellement étonnant que les Grecs aient galéré en fait à se rendre compte que la somme des angles ne faisait pas 180 degrés sur Terre en fait, hein. Elle ne le fait pas, de fait, hein, on est sur une Terre. Donc si on prend des grands triangles, ben, ça se voit tout de suite, hein, 3 fois 90, mais à échelle humaine, c'est très très dur de se rendre compte. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, le truc, c'est que notre ami Riemann, il s'est dit, ok, c'est sympa les, 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 les plans courbes, enfin les sphères et tout ça, mais maintenant je pourrais faire de la géométrie dans l'espace. Comme nous, on a fait de la géométrie dans le plan, ok, avec Euclide, et puis après il y a la géométrie dans l'espace. Et donc, qu'est-ce que c'est que peut bien vouloir dire qu'un espace courbe? Vous voyez, ça, la sphère, on peut voir ça comme un plan courbe un peu. Mais du coup, j'ai essayé de vous faire un petit peu sentir ce que ça peut vouloir dire une sphère courbe. Oui, enfin, non, c'est une sphère, c'est courbe. Mais une sphère de dimension 3. Bon, alors, revenons-en à la base. Ce qu'on appelle la sphère 0, c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine. Vous voyez, donc c'est les solutions de x au carré égale 1, c'est plus ou moins 1. C'est une sphère de dimension 0. Bon, c'est pas très intéressant. Ce qu'on appelle la sphère de dimension 1, S1. Alors pourquoi de dimension 1? Parce qu'il suffit d'avoir un seul nombre pour se repérer sur le cercle, hein. Donc c'est mon cercle. Donc c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine. Ok? Et alors si je veux trouver une équation de ça, je vous rappelle qu'on a Pythagore. Donc si j'ai un cercle dont l'hypoténuse, dont le rayon est 1, c'est-à-dire que l'hypoténuse là, de mon triangle rectangle OMH est égale à 1. Donc d'après Pythagore, l'hypoténuse au carré c'est 1, c'est égal à l'abscisse là, de m au carré, c'est-à-dire x au carré, plus l'ordonnée de m au carré, plus y au carré. Autrement dit, les coordonnées de m ici vérifient x2 plus y2 égale 1. Voilà l'équation que vérifient les coordonnées des points du plan, d'accord, du cercle. Bon, ça, je pense que vous le saviez déjà. Maintenant, ok, si je veux continuer la construction, donc la sphère habituelle, celle qu'on connaît d'habitude, donc qui s'appelle la sphère S2, eh bien, elle est définie du coup par l'équation x au carré plus y au carré plus z au carré égale 1. D'accord? Les plus grands, je vous laisserai vérifier ça. Et bah, du coup, on se dit, bah, il y a une certaine logique. Donc, si on se met dans un espace à 4 dimensions, avec 4 coordonnées, qu'on n'arrive pas du tout à visualiser, moi non plus, hein, je vous rassure, personne sur Terre n'arrive à visualiser ça, hein, eh bien, on pourrait se demander, c'est quoi la sphère S3? Le dessin, on n'arrive pas du tout à le voir. Je vais essayer de vous le faire un petit peu sentir, mais en vrai, moi, je ne le vois pas du tout, hein. Mais en tout cas, l'équation, par contre, c'est x2 plus y2 plus z2 plus c2 égale 1. Vous voyez, donc ça, c'est rigolo. On arrive à avoir des équations pour des objets qu'on n'arrive pas du tout à visualiser. Et donc, faire de la géométrie dans l'espace de Riemann, c'est faire de la géométrie sur des espaces comme ça. D'accord? C'est l'espace. Des espaces courbes, hein, pas des plans, vous voyez, courbes, c'est des espaces courbes. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et donc, on va essayer de regarder un petit peu ce que c'est que S3. Alors, pour comprendre ce que c'est que S3, il faut trouver un moyen pour faire un dessin, pour, vous voyez, qui permet d'enlever une dimension. Donc, quelque part, quand on a un objet de 3 dimensions, on peut le représenter en 2 dimensions. Ben, c'est ce que j'arrête pas de faire. Vous voyez, là, vous visualisez une sphère. En fait, c'est pas une sphère, ça, c'est un disque. Mais avec les effets de lumière, et votre cerveau arrive à visualiser l'objet de 3 dimensions, alors qu'évidemment, il est en 2 dimensions, il est sur l'écran. Bon, donc il faut trouver une astuce, soit une projection, soit une autre façon de visualiser la dimension supplémentaire. Vous voyez? Ok, alors, on va commencer tout de suite. Hop, une première technique qui est un grand classique, hein, pour représenter des objets de dimension. Donc on va faire l'analogue en fait de passer de la dimension 3 à la dimension 2. On va faire la même chose pour passer de la dimension 4 à la dimension 3 en fait. Alors, une façon de représenter la sphère pour imaginer les gens qui ne connaissent que le plan, qui ne connaissent que 2 dimensions. Et bien une façon de la représenter, c'est de se dire, tiens, je pose le pôle nord là, je le fixe le pôle nord, et chaque point de la sphère, je vais lui associer un point qui est le point de rencontre de la droite passant par les 2 points, et le plan. Ok? Du coup, vous voyez, l'équateur, là, ça devient le cercle qui est là. Puisque à chaque fois, je fais tourner la droite, là, tous les points de l'équateur vont se projeter sur le plan, d'accord, ici. Hein, je fais une projection en prenant la droite qui passe par un point de la sphère, bam, là où est tout le plan, je mets ce point-là. Donc si je fais pareil avec toutes les parallèles, là, eh bien, elles vont se projeter. Alors la petite en haut est celle qui arrive là, hein, qui arrive en grand, hein, et la petite en bas, elle arrive sur la petite. Donc les longueurs sont clairement pas conservées. Mais de cette façon, ça me permet un petit peu d'expliquer la géométrie de la sphère de dimension 3 dans le plan de dimension 2. Vous voyez, alors ça ne me suffit pas pour voir la sphère, parce que quelque part, là, j'ai coupé en tranches d'un côté, mais pas dans l'autre. Alors pour bien comprendre la sphère, qui est un espace, donc la sphère de dimension 3, mais qui en fait qui se décrit avec 2 coordonnées,
eh ben, il faut aussi que je dise comment on fait pour mesurer les autres coordonnées. D'accord? Les premiers cercles là, permettaient de connaître la latitude, et là, ceux-là permettent de connaître la longitude. Et donc, qu'est-ce qui donne dans le plan, ceux-là? Ben, c'est assez facile. Quand on les projette, ça fait ça. OK? Donc, voilà. Et donc, en fait, la projection des deux axes de coordonnées de ma sphère S2 dans le plan, finalement, ça me donne ça. Et on pourrait imaginer, avec beaucoup de bonne volonté, que des gens qui connaissent que le plan essayent d'imaginer la tête que pourrait avoir une sphère juste en voyant ça. Vous voyez, en sachant, bah, regarde, il y a deux coordonnées, il y en a des trucs comme ça, il y a des ronds, et puis il y a des droites, et donc c'est, voilà. Donc l'effort intellectuel qu'il va falloir qu'on fasse, nous, c'est de voir quelque chose comme ça, et d'essayer d'imaginer ce que ça peut être dans la dimension 4. D'accord? Sauf qu'au lieu de voir un truc en dimension 2, on va voir un truc en dimension 4. OK? Alors, comme je vois qu'il est tard, allez, normalement j'ai une petite du vidéo pôle là, Nord je vais peut avancer un donc peu. être représenté Je fais la projection sur le sphérographique de la Terre pour qu'on visualise bien, vous voyez comment ça marche. Donc je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais regardez, moi j'ai trouvé ça tellement beau quand je l'ai vu. Et le lien, c'est la chaîne où c'est présenté s'appelle Dimension. Enfin, la vidéo s'appelle Dimension avec un S. Donc vous tapez Dimension mathématiques sur YouTube, vous allez la trouver, vous pouvez la voir. C'est tout. Différentes façons justement de se représenter les dimensions plus grandes que 3. Et donc là, ils expliquent justement cette projection Bien stéréographique sûr, dans le globe terrestre. cette Et moi, je trouve ça projection superbe. Donc, ne vous voyez, conserve voilà ce pas qu'on les obtient. Vous grandeurs. voyez, les continents qui sont en bas, du coup, sont L'Amérique moins du déformés Sud, par que ceux qui exemple, sont en haut, parce que paraît c'est bien le pôle Nord, minuscule plus on est au pôle Nord, plus par on rapport à devient grand. l'Amérique du Nord. Et bref, voilà, cette projection, ce qu'elle a de particulier, c'est que effectivement, elle ne conserve pas la distance, ça c'est sûr. On voit bien qu'il y a des continents qui deviennent énormes, donc qui deviennent très grands. Mais par contre, elle conserve la forme, elle conserve les angles en fait. Les droites qui étaient perpendiculaires au début restent perpendiculaires sur le plan. C'est pour ça qu'on arrive quand même à reconnaître les continents. Pour bien Quand on comprendre regarde, la on arrive à les projection, reconnaître. Donc là, voyez, on nous peut allons tourner faire rouler la Terre tourner comme une balle la boule, et donc on et voit projeter la toujours projection à partir du stéréographique point le souvent plus sur haut. plusieurs points. Dans la Et ben, danse avec des ça, on continents, arrive relativement, enfin, on chacun peut imaginer devient que des tour à gens tour arrivent à se grand, représenter ce que peut être la Terre juste en puis regardant ce qu'il y a petit. dans le plan, essayant d'imaginer. Ok? Donc voilà, on va essayer de faire pareil, nous. Mais Et donc je vais vous si montrer on y ce que ça regarde de donne si plus on fait la près, projection stéréographique. on voit Donc par rapport au que pôle la nord de la forme boule de est dimension respectée, 3, donc qui est dans l'espace de même dimension si les 4. longueurs ne le... Voilà, on obtient ça. Donc il y a 3 coordonnées, alors quand on les mélange toutes, on obtient ça. Et là en bas, je vous les ai séparées pour que vous y voyez un petit peu quelque chose. Donc c'est les 3 coordonnées de la sphère, donc je ne sais pas comment on les appelle, c'est comme la longitude, la latitude, la longitude, et puis il y a une troisième, puisque la sphère, il faut 3 coordonnées dessus pour se repérer, en dimension 4. Et bien voilà les... C'est beau, hein? Voilà ce que ça donne, les différentes... Voilà, les différentes coordonnées. Donc, autrement dit, c'est super dur à voir quoi que ce soit. Alors, une autre technique qu'on pourrait se dire, que j'ai trouvé aussi, c'est de dire, attends, une autre façon pour se rendre compte que ce que ça peut être une sphère, c'est à la rigueur de faire couper, de faire des coupes. Et par exemple, une sphère, je pourrais dire, bah, si je la coupe par un plan, je vais voir un petit point, un cercle qui grandit, qui grandit, qui grandit, puis qui rapetisse, rapetisse, rapetisse. Et donc, les différentes couches, comme ça, que je vois dans le plan, en reconstruction, me permettent peut-être d'imaginer un peu ce que ça pourrait être une sphère. Alors, sauf que nous, on arrive très bien à imaginer ça quand on connaît la sphère. Quand on ne la connaît pas à la base, je ne sais pas si on peut faire l'effort intellectuel d'imaginer une troisième dimension quand on ne l'a pas expérimenté. Alors vous allez me dire si c'est possible, parce qu'il se trouve que j'ai l'expérience de prendre donc un bloc de dimension 3, de le faire traverser la sphère de dimension 4 et de voir quelle est l'intersection de la sphère en dimension 4 dans des blocs de dimension 3. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube aussi. Et donc voilà, on va regarder, c'est superbe. Donc voilà. Donc là, oui, mon petit cube, il traverse la sphère et on voit à chaque fois l'intersection entre le cube et la sphère de dimension 4. C'est beau. C'est splendide. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, alors je la remets parce qu'elle ne dure pas longtemps. Donc là, vous voyez, on coupe, notre cube traverse la sphère de dimension 4 et on voit l'intersection à chaque fois avec. Donc c'est pas étonnant que ça fasse un truc qui grossit et après qui repétit. Hein. Quand on est au bord de la sphère, c'est plus petit que quand on est au bout. Hein. Vous voyez? Hop. Excellent, non? C'est fantastique. Bon, enfin bref. Donc, hop, hop là. Oula, attends, non, pas encore. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, il y a notre ami, allez, ça repart encore un coup, mais c'est pas grave. Notre ami Riemann, il faisait de la géométrie, non seulement sur les sphères, mais aussi dans les espaces courbes, vous voyez. Donc, quelque chose qu'on a vraiment du mal à imaginer, quoi.
C'est pas quelque chose qui vous voyez, on pourrait pas voir, oui, c'est des maths qui avaient un peu une utilité et tout. J'y reviendrai plus tard, il faisait vraiment des maths, a priori, qui servaient à rien du tout, juste parce que ça le faisait marrer de faire de la géométrie dans les espaces courbes. Hein. Ok? Incroyable. Alors, donc, voilà, maintenant qu'on a parlé de Riemann, on va voir un autre, parce que figurez-vous qu'il y a un autre gars, qui s'appelle Lobachevsky, qui s'est dit, tiens, bah, moi aussi, après tout, moi aussi, je peux faire ma géométrie, pourquoi je pourrais pas faire ma géométrie? Alors, il a dit, hop là, tiens, bah, moi, à la place d'Euclide, je vais dire que, étant donné une droite D et un point A, qui appartient pas à D, il existe une infinité de droites parallèles à D passant par A. Et là, on se dit, mais attendez, il y a quand même un truc bizarre là. On a le droit de faire n'importe quoi comme ça, de poser n'importe quoi? Alors non, justement, je vais vous illustrer ça, parce que Euclide a dit, il existe une droite parallèle. Ok, Riemann dit non, il n'existe pas de droite parallèle. Et lui, il dit, il existe une infinité de droites parallèles. Et attends, il va peut-être un peu fort. Peut-être on aurait pu dire, il existe deux droites parallèles. Pourquoi une infinité directe? Eh ben ça, vous voyez, il ne faut pas que ce soit contradictoire quand on rajoute une règle. Il ne faut pas qu'on arrive à une contradiction. Eh bien là, on arrive à une contradiction si on suppose ça. Je vais expliquer. Si on voulait supposer qu'il n'y en avait que deux, imaginez, tiens, moi je décide, géométrie de Bagimètre, je décide que, étant donné un point A, il existe deux droites parallèles à D et seulement deux. Eh bien ça, c'est pas possible. Parce que si j'ai deux droites comme ça, vous voyez, je prends un point qui est là, dans le secteur défini par les droites à l'intérieur, un point B. Bon, bah comme d'après Euclide, j'ai pas le droit de remettre en cause ce qui était avant. Deux points, il passe une droite par A et B. D'accord? Donc ma droite là qui est entre les deux, bah, elle est toujours entre ces deux-là. Si ces deux-là ne coupent pas la droite là, celle qui est là au milieu, il n'y a aucune chance qu'elle puisse couper la droite D. Donc si j'ai deux droites parallèles, j'en ai automatiquement une troisième. Si j'en ai une troisième, j'en ai une quatrième. Si j'en ai une quatrième, j'en ai une cinquième. En fait, on n'a pas le choix. Soit il y en a une, soit il n'y en a pas, soit il y en a une infinité. Vous voyez? Donc, être mathématicien, c'est s'amuser avec des nouvelles règles, mais toutes les nouvelles règles ne sont pas possibles. Donc, avant de commencer à dire, tiens, je vais faire une théorie avec cette règle, moi je pose cette règle, il faut déjà regarder qu'elle n'est pas contradictoire avec ce qui précède, vous voyez? Qu'on n'arrive pas à une bêtise. Donc, c'est que la règle, on peut l'acheter à la poubelle. Quoi. Et donc, voilà. Et donc, Lobachevsky fait ses règles comme ça. Alors maintenant, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que cette géométrie. Elle est bien plus bizarre que la géométrie sur une sphère, puisque c'est une géométrie sur un espace qu'on peut très bien représenter, qu'on peut très bien s'amuser, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, déjà, l'idée, c'est que, contrairement à celle de Riemann, on peut imaginer un peu comme si c'était sur une selle de cheval ou une surface un peu creuse, concave, vous voyez. La somme des angles d'un triangle, ce sera plus petit que 180. D'accord? Avec Euclide, c'était 180, la somme des angles. Avec Riemann, c'était plus que 180. Et bien, avec Lobachevsky, ce sera moins 180. Ok? Mais alors, l'espace dans lequel cette géométrie marche, il va falloir faire preuve d'imagination. On le représente par un rond comme ça. D'accord? Alors, voilà, il faut visualiser ça, ce rond noir là, c'est un espace infini. Donc ça ne se voit pas comme ça sur le dessin, on a l'impression bien qu'il est fini. Non, non, il est infini. Et il a une propriété assez bizarre en fait, c'est que la façon dont on mesure les distances dépend de l'endroit où je suis sur le cercle. Autrement dit, vous voyez le point là, quand il est au centre, bah, c'est le centre du cercle rouge. Okay, mais le point dans l'autre figure, c'est aussi le centre du cercle rouge. Ah bah non, il n'est pas au milieu. Alors si, parce que la particularité qu'a cet espace-là, c'est que plus on est près du bord, plus on devient petit. Autrement dit, imaginez, c'est un espace, quand on se rapproche du bord, la règle elle devient plus petite, nous on devient plus petit, les pas deviennent plus petits. Tout le monde devient plus petit. Donc autrement dit, pour nous, il ne change pas le monde. Hein. Parce que si tout change de taille en même temps, on ne s'en rend pas compte. Donc nous, si on se balade sur cet espace-là, on peut se balader, vous voyez, on marche, des heures et des heures, il n'y aura pas de problème, on ne verra pas de problème. Il est infini, on peut aller dans toutes les directions, aussi loin qu'on veut, il n'y a pas de souci. On ne revient jamais sur nos pas, par contre, contrairement à une sphère, oui. On peut marcher, n'importe quel truc et tout ça. Et par contre, donc, vous voyez, on devient de plus en plus petit, c'est-à-dire que là, bah, ce point, les points qui sont tout près du point rouge, a priori, ils sont aussi loin que ceux qui ont l'air d'être tout loin. Ok? Alors, voilà un autre exemple où je vous ai essayé plein de droites là sur mon espace de Lobachevsky, hein, donc. Alors, tous les triangles sont de la même taille, là, vous voyez, par exemple, hein, sur ma figure. Si je me déplace dessus, mais je pars de point du milieu, là, hop, je me fais une ligne droite. Alors, vous allez me dire, mais attendez, il y a des courbes, là, c'est pas des droites, ça. Alors, si, ça, par exemple, c'est une droite. Alors, pourquoi c'est une droite? Parce qu'en fait, c'est le plus court chemin entre deux points. Vous voyez, si je prends deux points à l'extrémité, là, eh bien, en fait, ça va plus vite de se rapprocher du centre. Alors, si je fais vraiment des tours par le centre, ok, je serai plus grand, donc je fais des plus grands pas, donc je marche plus vite. Mais il y a toujours un compromis entre se rapprocher du centre et perdre du temps parce qu'on fait un détour.
Donc en fait, c'est comme si, je voyais quelque part, vous voyez, si vous allez sauver quelqu'un qui est dans l'eau, vous voyez, oh, quelqu'un en train de se noyer, vous n'allez pas foncer tout droit vers lui, s'il n'est pas en face de vous. Vous allez dire, oh là là là, je vais d'abord courir sur la plage, et après je me mettrai dans l'eau, parce que je vais vachement moins vite dans l'eau que sur la plage. Donc je vais me foutre en face sur la plage, et après j'irai nager pour le chercher, vous voyez, parce que je vais arriver le plus vite possible. Et bien là, c'est pareil. Vu que plus on est près du centre, plus on est grand, plus on fait des grands pas, bah, c'est plus rapide de faire un petit arrondi pour passer de là à là, vous voyez, que pour passer d'un bout à l'autre de la droite bleue, c'est plus facile de faire ça arrondi que de faire un trait droit. En fait, c'est plus rapide. Ok, donc voilà, ça s'appelle le plan hyperbolique. Dans la vraie vie, cet objet n'existe pas, d'accord? Alors, euh, bref. Et donc, une droite, ben voilà. Et j'ai mis un point à l'extérieur de la droite, la croix noire, là c'est un point qui est à l'extérieur de cette droite. Et bien effectivement, regardez, j'ai plein de droites, j'en ai plein, là. Toutes les droites vertes, là, sont tout ça, c'est des droites. Dire, mais non, c'est des segments. Alors non, parce que je vous rappelle que mon plan hyperbolique est infini. Donc toutes ces choses-là sont des droites qui sont infinies et qui ne coupent pas la bleue. Et donc d'où se rappeler ce que ça veut dire droite parallèle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le même sens. Hein. Ça veut dire qu'elles ne se coupent jamais. Là, la différence est de taille dans cet espace-là. Vous voyez, j'ai tout un paquet de droites qui passent par le point là. Toutes les droites vertes qui ne coupent pas la bleue. Et puis je peux en rajouter entre les deux. Donc j'ai une infinité de droites qui sont parallèles à la droite bleue et qui passent toutes par le même point. Incroyable. Hein. Alors, on dit, bon, alors, on nage vraiment dans l'abstraction la plus complète, ce truc-là, quand même, c'est vraiment un truc de dingue. Alors, je vais vous montrer qu'on peut faire un peu de GeoGebra. Donc, je vais préparer, hop, j'ai un petit fichier que je donnerai à vos profs si vous le demandez. Alors, et il est passé où mon GeoGebra? Hop. J'espère que ça va marcher. Toc. Alors, voilà. Donc là, il apparaît pas pour une raison obscure. Qu'est-ce qui se passe? Ça marchait bien, la répète, évidemment, maintenant ça marche plus. Alors on va refaire. Hop. Ouais, pourquoi il marche pas? Pas ça alors? Bon, je vais essayer autrement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, Alors, qu'est-ce que c'est que ce souk là? Pourquoi j'ai perdu mon GeoGebra? Je vais le retrouver, hein? Rassurez-vous. Alors, j'aime pas perdre du temps comme ça. Hop. Ok, voilà, j'ai retrouvé GeoGebra. Alors, donc, je vais, hop, ouvrir géométrie hyperbolique. Hop, voilà. Donc, alors, vous voyez, je peux vous envoyer le fichier si vous voulez vous amuser. Donc, ça existe hein, sur GeoGebra. Il y a un petit fichier qui s'appelle géométrie hyperbolique et qui me permet donc de. Bah, je vais placer deux points, par exemple, plouf, plouf, voilà. Ok, tout va bien. Et ben, je dis, voilà, tiens, il y a plein d'outils. Il y a le segment, par exemple, tiens, trace-moi le segment entre hop, A et B. Boum. Voilà. Alors maintenant, si je déplace le point A, ouais, vous allez voir que ouais, j'obtiens un trait plus ou moins droit. Alors, on va placer un autre point pour rigoler. Tiens, hop, je touche, et puis je peux tracer, pareil. Alors, tiens, la droite entre hop, B et C, boum, puis la droite entre C et A. Vous voyez? Donc, c'est comme GeoGebra. On voit bien que la somme des angles fait moins que 180 degrés. Vous voyez? Si je zoome, hop, hop, tous les angles là sont tous des angles, tous qui sont très petits. Hein. Donc, ils sont tous bien aigus. Et donc, voilà, on voit que la somme des angles fera toujours moins que 180 degrés. Oui. Bon, puis après, il y a tous les trucs habituels. Hein. Vous avez, je sais pas, le milieu de deux points. Voilà. Si je fais C et B, hop, le milieu de C et B, il est là. Vous voyez? Donc, voilà, c'est pas forcément évident. Hein. Là, on dirait que le milieu de C et B, il est plus près de C que de B. Hein. Voilà, quand c'est droit, là, si je les aligne, bah, il va être à peu près. Voilà.
Hop, 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 au milieu, si je les mets à peu près pareil par rapport au centre, vous voyez, il faut que je mette H au centre, là ce sera le vrai milieu. Mais voilà. Donc il y a des trucs comme ça qui sont assez rigolos. Alors je me suis amusé à faire des trucs avec ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et donc on peut faire des figures assez rigolotes. Hop. Donc par exemple, hop, regardez ce que je vous ai fait de beau. Je vous ai fait une figure qui a 8 côtés, d'accord? Et si on regarde de près n'importe quel point, regardez, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome, en F. Ouh purée! Ceci est un angle droit. D'accord? Donc c'est un angle droit en fait. Alors je vais dézoomer là. Tous les angles sont des angles droits en fait, hein. Je vous ai fait une figure qui a 8 côtés et 8 angles droits, que j'ai appelé un octogone droit. Marrant, hein? Donc voilà, alors comment j'ai fait? Bah, à chaque fois, j'ai dit, tiens, tu me fais le cercle. Donc là, on voit apparaître les cercles, hein. J'ai pris A et B, 2 points, j'ai vu le cercle passant par B et passant par A, et euh, j'ai pris une perpendiculaire ensuite, et puis ploum, ploum, ploum. Enfin bref, j'ai tracé donc voilà, des trucs qui sont tous de même longueur, qui sont tous orthogonaux, etc. Enfin bref, très joli. Et puis, j'ai fait autre chose. Je me suis dit, tiens, je vais vérifier un peu les règles du triangle pour m'amuser, vous voyez. Alors, hop. Hier soir, j'étais encore en train d'essayer de faire des trucs. Vous voyez, hier soir, j'ai essayé de faire une rosace. Donc, j'ai pris un cercle, j'ai pris un point sur un cercle, j'avais gardé le même rayon, puis j'avais des cercles en passant. Et puis, ainsi de suite, je voulais savoir si on revenait au début comme dans chez nous. Et non, la réponse est non, ça ne marche pas. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris gardé. La rosace, on ne peut pas faire une rosace dans le plan hyperbolique. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs à découvrir de façon rigolote, quoi. Alors, là, je vous ai dessiné donc hop, un triangle, voilà, vous voyez, avec les... Alors, à chaque fois, là, ce sont les médianes. Donc ça, c'est le centre de gravité, hein. J'ai pris la même construction, un peu de logique. Voilà, à chaque fois que j'ai A, B et C, bah, j'ai pris le milieu de B et C, le milieu de A et B, le milieu de A et C, puis j'ai relié les points, ok, avec les milieux des côtés opposés, quoi, comme on a fait. Puis du coup, déjà, les trois droites se coupent en un même point, ça marche encore, ça s'appelle le point G. Ok? Alors ensuite, effaçons les médianes, et je me suis dit, bah voilà, je peux faire les hauteurs. Donc j'ai pris les droites qui passent par un point et qui sont perpendiculaires, orthogonales, au côté opposé. Vous voyez, là, si on zoome ici, à chaque fois, on verra, il y a un angle droit, un angle droit, un angle droit. Donc ça, c'est les hauteurs. Déjà, elles se coupent toutes les trois au même point. Ben donc, j'ai appelé H. Toute logique. Je me suis dit, bah attends, mais maintenant, est-ce que je peux faire les médiatrices aussi, du coup? Donc des droites qui sont perpendiculaires aux côtés et qui passent par le milieu. Bah, ça pose pas de problème. Je vais trouver le milieu de chaque truc. J'ai pris les droites perpendiculaires. Hop, les voilà. Et donc, j'ai appelé O. Le point passant par là. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a encore un cercle de centre O passant par A, B et C? Je dis, bah, trace-moi le cercle de centre O passant par B pour voir. Et ben bim, il passe par A, B et C, vous voyez. Donc c'est encore le centre du cercle circonscrit. Il y a des propriétés comme ça qui sont complètement invariantes, vous voyez, qui ne dépendaient pas de l'axiome d'Euclide, quoi. Donc ça, c'est rigolo. Et je me suis dit, bah du coup, tiens, traçons donc la droite passant par H et G, ou par G, je ne sais plus lequel j'ai pris, H et G. Bim, est-ce qu'elle passe par O? Alors, donc là, je dis, ah bah regardez, ça a l'air de marcher. Alors, sauf que c'est un petit poisson d'avril, parce que là, j'ai fait exprès de choisir un endroit où ça marche. Si je m'amuse à déplacer le point B, regardez, oh, le point G n'est plus du tout aligné avec O et H. Vous voyez, je m'amuse à le faire. En fait, voilà, faut que je fasse exprès, il faut que je trouve un point pour qu'il soit aligné. Là. Hop, j'arrive à les aligner, mais en vrai, en général, la droite de l'air n'existe plus. Vous voyez. Hop là, voilà, j'arrive même à bien les éloigner. Vous voyez. O, G, H ne sont plus du tout alignés. Il n'y a plus de droite de l'air dans géométrie hyperbolique. Et donc, voilà, on peut s'amuser comme ça, à voir quels sont les théorèmes qui sont encore vrais, ceux qui sont encore faux. Et donc, c'est pas de problème pour que je vous envoie ça. Vous demanderez à vos profs. Moi, je vous envoie par mail le truc géométrie hyperbolique et vous pourrez vous amuser à faire de la géométrie finalement, comme on fait de la géométrie avec GeoGebra dans le plan, machin et truc. Oui, c'est un truc qui est complètement abstrait, mais sur lequel on peut trouver des théorèmes, on peut démontrer des choses. Et je connais des gens qui ont fait leur thèse et qui ont fait plein de recherches sur cet espace, hein, d'accord, sur le plan hyperbolique. Après, il y a l'espace hyperbolique, mais vous imaginez bien pourquoi je ne vais pas vous en parler, parce que là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment délire. Ok? Donc voilà. Allez, on va retourner à notre petite présentation.
Alors, finalement, notre histoire, là, les géométries qu'on a vues, j'ai marqué des géométries complémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas contradictoires les unes avec les autres, en fait. À chaque fois, on se dit, bah attends, la règle, elle est contraire à l'autre. Oui, mais en fait, en mathématiques, quand on change un axiome par un autre, on crée une nouvelle théorie. Et donc, maintenant, en fait, grâce à Lobachevsky et Riemann, eh ben, on n'a pas une géométrie, on en a trois. On a la courbure nulle, en fait, l'espace plan, la géométrie euclidienne, que j'ai dessiné en bas. En dessous, au-dessus, on a la géométrie de Lobachevsky, qu'on peut représenter comme ça, comme un espace de courbure négative. Et puis la géométrie riemannienne, là, comme la sphère, qu'on peut voir comme un espace de courbure positive. Et donc, on a des géométries courbes, une géométrie plane, et finalement, là où on avait trois théories, là où on avait une théorie, on en a trois. Donc, c'est pas du tout un scandale, c'est pas remettre en question, c'est pas dire, tiens, ça c'était plus bon. Non, c'est juste, on a trois cadres, et puis voilà, on peut s'amuser à faire les trois. Bon, ok, vous allez me dire, d'accord, c'est bien sympa ce qu'ils font là, les gars, avec les géométries, les plans de Lobachevsky et tout, mais dans la vraie vie, l'espace, il est plat. Bah, on a essayé de le vérifier, et donc on essaye de mesurer les angles entre trois étoiles, vous voyez, aussi précisément qu'on veut. Et bon, alors il y a un problème, c'est que l'angle, pour nous, l'angle de la Terre avec les autres étoiles, ça c'est pas un problème à calculer hyper précisément, mais les deux autres angles, bah, il faudrait y aller pour bien les calculer, ça on ne sait pas faire. Donc on essaye d'estimer les distances le plus précisément qu'on peut, donc on a du mal à savoir exactement les angles, vous voyez. Quand on prend la Terre et deux étoiles super lointaines, enfin pas super lointaines de la galaxie, hein, mais quand même assez loin pour savoir si la somme des angles fait 180 degrés, bah, on a du mal à mesurer précisément les angles. Mais en tout cas, à la précision qu'on a, eh ben, c'est 180 degrés. Donc l'espace, il a l'air plat. À la précision de la mesure qu'on a, je sais pas, c'est 3-4 décimales après, ça fait 180,0000. Ok. Mais on n'a pas une précision hyper fine. Donc peut-être qu'il est un peu courbe, l'espace, on ne sait pas en fait. Mais bon, a priori, il a l'air de pas très loin d'être plan, hein, mais bon. Mais après, il faut se méfier, parce que peut-être que c'est à petite échelle qui a l'air d'être plan, comme la Terre, quand on la regarde de près, elle a vraiment l'air d'être plate, vous voyez. Alors quand on la regarde de loin, elle n'est pas du tout plate. Bah, l'espace, c'est peut-être pareil. On ne sait pas trop. Mais enfin, vous allez me dire, bon, ok, c'est sympa, mais enfin, à notre échelle, pour notre planète et tout, on est dans un espace qui est plan, il n'y a pas de problème, alors pourquoi s'embêter à faire ça? Vous voyez, je veux dire, eh bien, il se trouve qu'il y avait un problème que les physiciens n'arrivaient pas à comprendre. Il se passait un phénomène qu'on appelait le phénomène de l'antigravitationnel qu'on n'arrivait pas du tout à expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette figure-là? Le petit point rouge, en fait, c'est une étoile qui, dans sa course effrénée dans l'univers, se met à passer derrière une galaxie. Donc imaginez, avant, on voyait la galaxie blanche, et puis un petit point rouge à côté, et puis alors, au fur et à mesure, le petit point rouge se rapproche du point blanc, hop, il passe derrière, on ne le voit plus, et tout d'un coup, poum, on voit une espèce de rond rouge autour du blanc, pendant pas très longtemps. Et puis, oups, il redisparaît, on ne le voit plus, et hop, il ressort de l'autre côté. Donc tout se passe comme si, quand il était pile derrière, il y a des rayons lumineux qui étaient émis par la petite galaxie rouge, là, qui étaient tordus par la galaxie de devant pour qu'on puisse les voir quand même. Ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle, parce que par l'effet de la gravitation, parce qu'on ne voit pas ce que ça aurait pu être d'autre que la gravitation, eh ben, les faisceaux étaient courbés par une lentille et revenaient à notre télescope alors qu'ils n'auraient pas dû y être. Or, problème, la lumière c'est fait de photons, ça on a bien compris, et les photons ils n'ont pas de masse, donc ils ne tombent pas, il n'y a pas de gravitation. Les physiciens n'y comprenaient rien. Et il y a vraiment un problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? Comment c'est possible? Les photons n'ont pas de masse, comment la gravitation peut les attirer pour les recourber? Alors on voit bien que ça se recourbe, et puis il n'y a pas de... Vous voyez, vrai problème. Et ben, Einstein a proposé une solution en 1906, extrêmement élégante, puisqu'il a dit, voilà, regardez qu'on voit ce qui est marqué, eh ben, on ne voit même pas ce qui est marqué, super. Alors, hop, je retaille un petit peu. Finalement, j'aurais dû garder l'autre. Hop, il a dit, dans le vide, la lumière se déplace toujours en ligne droite. Mais attends, Einstein, t'es con ou quoi? T'as pas vu là, la lentille gravitationnelle? Là, les rayons, ils sont pas allés en ligne droite. Et là, Einstein, si. Les rayons se déplacent. En fait, la lumière, c'est facile. Dans le vide, elle se déplace toujours en ligne droite. Mais c'est pas. Astuce. Oui, mais l'espace, lui, est courbe. Donc, de même que sur la Terre, une ligne droite, bah, pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, ça a l'air d'être un bout de cercle. Et bien, si l'espace est courbé, au voisinage d'un astre massif ou de la galaxie et tout, la lumière va se déplacer en ligne droite, c'est-à-dire qu'elle va prendre le plus court chemin pour elle, mais le plus court chemin, ça va être un morceau de courbe. Vous voyez, c'est comme si l'espace c'était l'espèce de nappe déformée par les astres, et que du coup, la lumière, le plus court chemin, donc la ligne droite, qu'on a définie comme la ligne droite, finalement, on a l'impression que ça se recourbe. Mais en fait, elle va toujours en ligne droite. Hyper jolie, hyper élégant, vous voyez, hyper stylé. D'accord? Et donc, ça a permis de comprendre ce qui se passait.
Vous allez me dire, bon d'accord, mais est-ce que c'est vraiment bien utile? Alors figurez-vous que oui, parce que si on ne tenait pas compte de cet effet du fait que l'espace est courbé au voisinage de la Terre, pas beaucoup, mais un tout petit peu courbé, et donc que la lumière entre les différents satellites autour de nous qui nous envoient des signaux pour qu'on se repère par GPS est légèrement tordue par rapport à la ligne droite, c'est pas beaucoup, légèrement, mais ça suffirait si on ne tenait pas compte de ça pour que les GPS soient précis à 200 mètres près. Alors 200 mètres, vous êtes perdu en montagne, perdu en pleine mer, vous avez besoin de secours, il n'y a pas de problème. Mais alors 200 mètres, si vous êtes déjà baladé à Venise par exemple, bah, vous êtes perdu. Autant pas avoir de GPS, 200 mètres, il y a 8 rues, il y a 4 canaux, vous êtes complètement perdu. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et pareil, un centre-ville de La Rochelle, pour ceux qui connaissent, 200 mètres, bah, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, donc le GPS, comment ce truc quand même qui est vachement utile de nos jours, eh ben, ça a été finalement rendu possible par la découverte d'Einstein, qui elle-même a été rendue possible parce que Einstein il était très très fort, mais il n'aurait pas inventé les mathématiques et les équations des espaces courbes si Riemann ne se les était pas cogné avant. Vous voyez, il en a entendu parler de cette idée, et c'est là que ça lui a donné l'idée. Enfin, je sais pas dans sa tête, mais on peut imaginer, en tout cas, ça l'a vachement aidé qu'il y ait des mathématiciens qui cherchent avant sur de la géométrie sur les espaces courbes pour se dire que l'espace peut être courbé, et pour trouver donc cette formulation hyper élégante, et qui a permis qu'on invente le GPS. Donc toute cette histoire, finalement, la morale de toute cette histoire, c'est quand on me pose la question pourquoi il faut faire des maths, eh ben, une des réponses qu'on peut faire, c'est qu'en fait, ça permettra peut-être de faire des inventions géniales dans nos sens. Ok? Bon, mais en vrai, si notre ami Riemann il s'amusait à faire de la géométrie dans l'espace court, c'est pas en se disant tiens, peut-être ferait des inventions géniales de 200 ans. Donc, je vais aller plus vite parce que je vois qu'il est déjà 20h06. Donc, faire des maths, ça sert à plein plein de choses dans la vie, à prendre des décisions dans tous les sens. Hein. Ça sert à faire des choses incroyables. Ça sert à découvrir des figures absolument fantastiques. Mais la vraie raison qui fait que les gens comme moi et les autres mathématiciens que vous avez croisés dans votre vie font des maths, c'est parce que c'est marrant. Ok? Et donc, le but de Math Engine, justement, pour moi, essentiel, c'est vous montrer que de faire des maths, c'est marrant. Parce que dans les programmes de collège-lycée, il y a des choses parfois qui ne sont pas toujours hyper polichonnes, on va dire ça comme ça, mais qui sont très importantes pour pouvoir comprendre des trucs plus marrants après. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous les fait apprendre, c'est pas du pur sadisme. Hein. Mais vous voyez, cosinus et sinus, c'est pas hyper foufou au collège-lycée, mais c'est hyper important pour faire des maths hyper sympas après. Hein. Donc voilà. Mais le but vraiment des mathématiciens, c'est vraiment de s'amuser. Et donc je vous incite fortement à continuer à vous amuser à faire des mathématiques. Et voilà, je vais donc conclure ainsi ma présentation et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Alors, je réponds à la première question de Henri, qui me dit: «Est-ce que j'ai besoin d'un GPS au centre-ville de La Rochelle?» Alors maintenant, non, mais les premières semaines où j'y habitais, clairement oui, hein. C'est assez labyrinthesque, il y a des sens interdits dans tous les sens et c'est plein de petites ruelles dans tout, donc oui, j'en avais besoin. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon on va faire la pause et on va enchaîner, hein. Bon écoutez, il y en a pas trop, ça tombe bien, ce que je pense qu'il voilà. Hop. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. Et puis donc, je vous souhaite bon courage pour la suite et j'ai hâte de regarder enfin ce que vous avez continué à faire sur les petits sujets. Allez, je vais mettre la pause. On reprend, sauf erreur de ma part, à ploum ploum ploum, à 20h05. Donc c'est raté. Donc je sais pas, peut-être passer 5 minutes de pause quand même pour aller faire pipi ou pas, si vous avez besoin. Et puis on va reprendre dans quelques minutes. Voilà. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.